Bien, je propose qu'on commence. Bonjour monsieur, madame. Merci beaucoup de consacrer un peu de votre temps aux États généraux de l'information. On aura en ligne quelques membres des groupes de travail et par ailleurs, peuvent être suivies ces auditions sur Facebook en direct par des journalistes, donc ils ont un caractère… Sur YouTube, pardon. Elles ont un caractère public. Donc, on ouvre aujourd'hui une séquence d'auditions de partenaires sociaux, pour présenter évidemment le MEDEF, notamment sous un champ de compétences qui est le vôtre au MEDEF, celui de la souveraineté. Et donc, on va commencer cette audition. Je salue la présence d'Anne Perrault, qui est membre du comité de pilotage. On va commencer cette audition sur la question de la souveraineté, qui fait l'objet du travail du groupe 4 des États généraux, si vous voulez bien nous faire un propos introductif. Et puis ensuite, on pourra élargir peut-être au rapport des entreprises, au champ de l'information en général, puisque les questions informationnelles qui intéressent les entreprises sont évidemment vont au-delà des effets de la globalisation de l'espace informationnel, des ingérences étrangères, etc. Bon, vous savez que les États généraux, c'est un processus collectif qui a été lancé en octobre dernier et qui vise à permettre l'établissement d'une stratégie, d'un plan d'action pour la France sur les questions informationnelles, en réponse à ces grandes problématiques que sont la désintermédiation de la distribution de l'information, précisément la globalisation de l'espace informationnel et tous leurs effets sur l'ensemble des acteurs de l'information, particulièrement les médias, mais pas seulement. Et c'est un périmètre très large qui va de l'intelligence artificielle au financement du journalisme, en passant par la qualité de l'information, l'éducation aux médias, etc., pour précisément apporter une réponse globale, structurelle, et pas répondre par petits bouts, ce qui parfois est nécessaire, à ces questions. Voilà. La parole est à vous. Merci monsieur, merci madame. Bonjour à toutes et à tous. Je suis donc Laurent Giovacchini, je suis le directeur général adjoint de Soprasteria. Soprasteria, c'est une entreprise de services du numérique de 60 000 salariés qui réalise un chiffre d'affaires d'environ 6 milliards d'euros, qui est une entreprise à la fois française et européenne. Je préside également la fédération Syntex, une fédération professionnelle qui représente la branche des métiers de l'intelligence productive, comme l'on dit, c'est-à-dire les métiers du numérique, de l'ingénierie, du conseil, de l'événementiel et de la formation professionnelle. Au total, nous comptons en France 1 250 000 salariés dans cette branche, qui est parmi les plus importantes et qui présente la caractéristique de compter énormément de cadres, puisque de l'ordre de 60 à 70% des salariés de cette branche sont ingénieurs ou Bac+5. J'ai le plaisir aujourd'hui de représenter donc Patrick Martin, le président du MEDEF, en ma qualité de coprésident de la commission souveraineté et sécurité économique des entreprises du MEDEF, et Maxence Demerlet, qui m'accompagne, est la directrice du numérique au MEDEF. Nous vous remercions, elle et moi, pour cette invitation à nous exprimer devant vous, à exprimer le point de vue des entreprises aujourd'hui dans le cadre de ces états généraux de l'information. Nous proposons donc, comme convenu, de concentrer nos propos, au moins dans un premier temps, sur la thématique développée par votre groupe de travail numéro 4, souveraineté et lutte contre les ingérences étrangères. La lutte contre ces ingérences étrangères sous toutes leurs formes est en effet une des priorités du MEDEF depuis au moins la fin de l'année 2018. Ça fait maintenant bientôt 5 ans et demi, puisque sous l'impulsion du précédent du MEDEF, Geoffroy Roux de Bélieu, avait été créée une instance transversale dédiée aux enjeux de souveraineté et de sécurité économique, dont la présidence m'a été confiée dès l'origine. Cette instance s'est renouvelée, renforcée avec en lien avec d'autres instances techniques du MEDEF pour accompagner les entreprises, les aider à faire face à un monde en mutation géopolitique, numérique, technologique, climatique, énergétique, sociétale, normative. Nous avons considéré au MEDEF que les sujets de souveraineté, on a assumé ce mot de souveraineté qui n'était pas d'ailleurs évident dans notre logiciel. Ça ne veut pas dire qu'on n'est pas resté libéraux, bien sûr, mais des libéraux qui soient dépourvus de toute naïveté. Nous avons considéré qu'il était du devoir des entreprises de ne pas laisser ce sujet entre les mains des seuls services de l'État, même si nous travaillons beaucoup avec l'État sur ces questions,
j'y reviendrai peut-être, et nous considérons qu'il est de notre devoir de maîtriser notre destin en tant qu'entreprise française et européenne, et de faire en sorte, si je voulais caricaturer mon propos, que demain ou après-demain, dans quelques années, il n'y ait plus seulement en Europe nous ne soyons pas dans une situation dans laquelle en Europe, il n'y ait plus que des filiales de groupes extra-européens et des salons de coiffure. Nous avons besoin de maîtriser notre destin économique, de maîtriser nos dépendances, de sensibiliser nos entreprises à ces questions. Je ferai remarquer qu'en 2018, nous étions avant la crise du Covid, qui a mis en évidence, évidemment, un certain nombre de dépendances. Nous étions bien sûr avant le déclenchement de la guerre en Ukraine. Nous avions eu un premier wake-up call, en quelque sorte, avec l'élection de Donald Trump, qui avait conduit certains pays européens et évidemment la France à s'interroger sur cette notion de souveraineté, y compris jusqu'au domaine de la défense, bien sûr, mais il était assez visionnaire, je crois, de la part de Geoffroy Roux de Bézieux à l'époque, de considérer que le MEDEF devait se saisir de ces questions. Et évidemment, tout ce qui s'est passé depuis n'a fait que renforcer la nécessité pour nous, entreprises, de nous emparer de ces sujets de souveraineté. Je l'ai dit, crise du Covid, avec la mise en évidence de dépendance dans le domaine sanitaire, médicaments, etc., mais pas seulement. Guerre en Ukraine, contexte géopolitique bouleversé, amorce de démondialisation ou de découplage des grandes zones économiques par rapport à cette période de mondialisation dite heureuse dans laquelle les chaînes de valeur s'étendaient indifféremment sur l'ensemble des continents. Nous sommes aujourd'hui dans un contexte non pas de crise successive, hein, je vous parlais de Trump, puis du Covid, puis de l'Ukraine. En fait, on est aujourd'hui dans ce contexte de superposition de crises, hein, de multicrises systémiques qui impactent profondément l'activité et l'organisation de nos entreprises. Aux tensions commerciales entre puissances qui ont toujours impacté l'activité des entreprises par le biais de tentatives d'ingérence. Hein, je fais allusion par exemple au dernier rapport de la délégation parlementaire au renseignement qui appelle les autorités publiques à un changement d'échelle sur la prise en compte croissante de ces ingérences, au travers par exemple de déstabilisation par le droit, à l'extraterritorialité de certaines lois étrangères, se sont ajoutés de nouveaux risques. Pandémie, j'en ai parlé, multiplication de guerres qui génèrent des régimes de sanctions et suscitent des tensions sur l'énergie et sur l'inflation, et puis des nouveaux terrains de conflictualité, cyberespace, fonds marins, et puis ce nouvel espace dont il est question aujourd'hui, le champ informationnel. Cet espace de conflictualité s'est particulièrement accru ces dernières années à la faveur du développement des nouvelles technologies et est devenu partie prenante de nombreuses ingérences étrangères sous un format hybride, c'est-à-dire couplé avec d'autres typologies d'ingérences étrangères comme la captation de données par l'espionnage ou l'impact extraterritorial des lois étrangères dont j'ai déjà parlé. Moi, je voudrais partager avec vous 3 grandes préoccupations ce matin sur ces enjeux auxquels sont confrontées les entreprises. Première préoccupation, le fait que les enjeux de lutte informationnelle sont particulièrement d'actualité, sont encore insuffisamment appréhendés par les entreprises. On dirait que c'est notre boulot de les sensibiliser, mais ce constat, je crois qu'il est honnête de le faire. Nous avons une appréhension par les entreprises qui est encore insuffisante de ces enjeux. Les ingérences et l'influence néfaste de campagnes d'information à vocation de déstabilisation ont principalement visé les États jusqu'à présent, même s'il y a eu des attaques ici ou là contre des groupes français. Ce sont particulièrement les États qui ont été visés, et donc l'État a été naturellement d'abord préoccupé par cette question. On se souvient de la mise en place, par exemple, dès 2013, d'un ambassadeur du numérique, dont le rôle a été élargi plusieurs fois, jusqu'à englober les sujets de cyberdéfense, de régulation des contenus terroristes, des problématiques de manipulation de l'information. Puis ont été mis en place l'agence Viginum, ainsi qu'une sous-direction qui est d'ores et dédiée au suivi sur les réseaux sociaux des campagnes de désinformation qui ciblent la France. L'État s'est dans ce contexte affirmé comme un acteur de la lutte informationnelle et a été conduit à dénoncer publiquement des campagnes d'ingérence étrangère. La dernière illustration, mais vous le savez aussi bien que nous, date de la semaine dernière à l'encontre de la Russie, en ce qui concerne la présence de prétendus mercenaires français en Ukraine,
qui auraient été neutralisés. Voilà. Face à la recrudescence de ces attaques de nature informationnelle, se posera certainement la question du renforcement des ressources de l'État pour gérer de manière proportionnée la veille et les réponses à apporter aux ingérences. C'est une vision que nous avons en observateur. Alors, du côté des entreprises, maintenant, nous sommes encore loin d'une pleine prise de conscience et d'une vraie maturité sur l'importance des enjeux et de leur impact potentiel. Seules les entreprises qui, un peu par ricochet, ont été impactées par certaines attaques contre l'État, en Afrique par exemple, ou qui ont été directement visées par des attaques réputationnelles, par exemple Danone au Maghreb, se sont saisies de ces problématiques, sont celles en général qui sont exposées à une vive concurrence internationale et qui sont plus familières de ces enjeux qu'on aurait appelés il y a quelque temps encore d'intelligence économique, avec ce espèce de anglais qui ne va pas toujours très bien en France. Dans un contexte géopolitique complexe où les fake news sont légion, nous avons donc un rôle clé de décryptage du côté des entreprises, de vérification de la véracité des sources et des narratifs. Au MEDEF, nous nous y employons en proposant des clés de lecture à nos adhérents et en sensibilisant les entreprises sur les risques et les menaces qui s'accroissent. C'est un enjeu qui nécessite une coopération publique-privée, évidemment, pour tous les risques de sécurité économique auxquels sont confrontées les entreprises. Donc, nous avons des partenariats avec la DGSI en particulier, avec le service d'information stratégique et de la sécurité économique, le CICE de la DGE à Bercy, avec l'ANSSI, pour tout ce qui est cybersécurité, cybermalveillance. Nous avons des partenariats avec également la gendarmerie. Nous avons une culture commune qui se met en place. Nous diffusons les alertes de la DGSI dans notre réseau et nous essayons d'organiser aussi les choses au niveau régional. Vous savez qu'il y a cette commission et ces enjeux au niveau national, mais nous essayons aussi, par nos implantations dans les MEDEF régionaux, de créer des liens avec les délégués régionaux du service de sécurité économique, etc. Notre enjeu, donc, c'est renforcer au sein des entreprises françaises la prise de conscience de l'importance des menaces liées aux manipulations de l'information, d'accompagner de manière opérationnelle les entreprises sur l'identification des ingérences liées aux désinformations. Alors tout ça, ça s'inscrit plus globalement dans ce souci de souveraineté, de sécurité économique. Il n'y a pas que les enjeux de manipulation de l'information, bien sûr, ou la cybersécurité. On a parlé d'espionnage, on a parlé de risques de prédation d'entreprises telles qu'elles ont pu être mises en difficulté pendant le Covid, par exemple, par des prises de contrôle auxquelles ont répandu les évolutions de législation en France avec l'abaissement du seuil pour autoriser les investissements étrangers en France dans un nombre croissant de domaines. Mais ces sujets de manipulation de l'information sont évidemment importants parmi tous ceux sur lesquels nous sensibilisons nos entreprises. Donc ça, c'était notre première préoccupation, permettre aux entreprises de mieux appréhender ces enjeux de lutte informationnelle qu'elles ne mesurent pas, sauf quand elles sont par ricochet touchées par des sanctions vis-à-vis de l'État français ou parce qu'elles sont déjà soumises à une vive concurrence internationale, comme l'a été Danone au Maghreb. Deuxième préoccupation, la souveraineté numérique. Là, je pense que notre message est un peu différent. Je pense que cette notion de souveraineté numérique est encore insuffisamment appréhendée, cette fois-ci d'un point de vue politique et stratégique. Les prises de conscience sont là au sein de l'État, mais c'est plus un défaut de vision globale de ces enjeux de souveraineté numérique qui sont peut-être un peu émiettés ici ou là dans l'appareil d'État. Alors, c'est banal de dire que l'arrivée des grandes plateformes systémiques a fait vaciller un certain nombre de capacités régaliennes parce qu'elles créent des acteurs de substitution ou qu'elles fragilisent des outils régaliens, donc la crypto-monnaie, comme le bitcoin, la délivrance de documents d'identité, l'exercice de la violence légitime, etc. Tout ça, c'est remis en cause par cette révolution numérique. Ok, bon, super.
Je dirais, ah ben, ça y est. Leïla, c'est bon, pardon. Elle s'est mise en... C'est les échos, ça. C'est l'écho des échos. Absolument. Leïla. Je plaisante. La réaction européenne a été précisément de réguler. Elle a été de réguler le DSA, le DMA, de règlements majeurs pour limiter, contraindre les grandes plateformes à effet systémique dans les initiatives qui pourraient fausser le marché, faciliter la propagation d'informations fausses ou non vérifiées. Je ne sais pas si c'est la peine de redire ici ce qu'est le DSA, par exemple, la législation sur les services numériques, qui vous connaissez bien. Voilà, le règlement est en vigueur pour les plus grosses plateformes depuis le 25 août de l'année dernière. Et vous savez que dès avril dernier, 17 grandes plateformes avaient été désignées. Mais si ces initiatives réglementaires étaient nécessaires, on peut y voir un peu la marque de l'Europe qui, quelque part, dans tous les domaines, surrégule et sous-investit. C'est un petit peu notre problème en Europe, on le voit dans un autre contexte aujourd'hui, avec la crise agricole et les problèmes de normes et de surrégulation européenne, quand elles ne sont pas anticipées par la France d'ailleurs, et les défauts d'investissement qui sont les nôtres. Si on regarde le sujet de souveraineté numérique proprement dit, comment agir, comment anticiper davantage les impacts des évolutions technologiques qui sont déjà disruptives? D'abord, en élaborant de manière proactive, c'est notre souhait, une vision stratégique de la souveraineté numérique. Il y a des politiques éparses qui sont adoptées en matière de cloud, de cyber, de soutien à la recherche, et qui sont un peu en silo. Ça ne constitue pas encore une politique cohérente, donc il faut sans doute évoluer. On voit aussi des choses tout à fait intéressantes qui sont engagées dans le cadre de France 2030, par exemple. Mais tout ça ne nous semble pas, quand on n'a pas nous, la vision, mis dans un cadre cohérent, une politique globale cohérente. Ensuite, pour accompagner les entreprises dans la prise de conscience de la valeur et de la nécessité de protéger leurs données sensibles, il faut aller plus loin. Nous avons réalisé un guide avec Bercy et la FEP d'ailleurs, pour aider les entreprises à identifier leurs données sensibles dans le cadre de la révision de la loi de blocage, pour lutter contre l'impact des lois territoriales, extraterritoriales étrangères. Et nous avons fait un guide pratique aussi à l'attention des PME sur le thème entreprise, valoriser vos données. C'est important de continuer dans ce sens. Et puis, il faut davantage anticiper les prochaines étapes technologiques. Là, on a coutume de dire, vous savez qu'on a peut-être tendance à réguler les domaines où la guerre n'a pas été complètement gagnée par des entreprises européennes. Donc, on contraint les grandes plateformes qui sont européennes, on peut dire. Par Zalando peut-être, mais pour le reste, on a perdu quelques guerres. Si l'on anticipe, on peut se dire que ces guerres-là ne sont pas perdues. Et là, il ne s'agit pas de réguler, il s'agit d'anticiper en investissant, en innovant dans le domaine du calcul quantique, où nous avons, y compris nous en France, sans même parler de l'Europe, une carte à jouer particulièrement forte avec un écosystème de chercheurs, de start-up, de fonds d'investissement dédiés qui est très développé. Donc, le quantique, l'IA, bien sûr, et bien sûr l'IA générative, qui vont amplifier les problématiques de désinformation, en permettant à chacun de créer des deepfakes ou autres créations trompeuses, puisque la voix et d'autres éléments biométriques peuvent déjà être très facilement recopiés et truqués. C'est déjà un game changer, l'IA générative, car cette technologie permet une diffusion beaucoup plus massive et plus rapide, plus dangereuse que sur les données d'entreprise. Donc les entreprises risquent de plus subir que contrôler. C'est impératif de gérer de manière beaucoup plus stricte leurs données, les usages qui en découlent du fait de la diffusion de l'IA générative, ce qui est déjà le cas il y a un an ou deux quand on a créé notre guide sur les données stratégiques. C'est encore plus important aujourd'hui. Donc cette deuxième préoccupation sur la souveraineté numérique, elle est à la fois à destination de notre tissu d'entreprise, mais aussi de l'État. Je pense qu'on manque de livre blanc ou d'une vision, quelque chose global sur cette souveraineté numérique qui est sans doute trop en silo et dans lequel on a du mal à voir l'articulation entre l'échelon européen, l'échelon national et l'ensemble de la
la palette des... Parce que je disais qu'on surrégule et on sous-investit. On investit quand même et en France et en Europe. Il y a les PIEC européens, il y a le France 2030, il y a tout ça. Mais on n'en a peut-être pas, sous le prisme numérique, une vision suffisamment globale et cohérente. Troisième et dernière préoccupation, puis je m'arrêterai là avant de passer aux questions, les enjeux de compétences et la nécessaire coopération publique-privée. Là, on dépasse encore le thème de ce groupe de travail, voire des états généraux de l'information, mais gagner la bataille des compétences, c'est un enjeu pour nous très important, pourtant au MEDEF, si l'on veut que notre économie monte en valeur, éviter le risque d'une forme de smicardisation de notre économie, il faut livrer cette bataille des compétences d'une manière générale. Alors, dans le domaine de la lutte contre les ingérences étrangères en matière informationnelle, cette bataille des compétences, elle a aussi un sens avec des prérequis. Il faut que nos concitoyens aient simplement une connaissance, une compréhension d'Internet, pour commencer. Les sciences humaines numériques, comme on pourrait les appeler, doivent être mieux intégrées dans la formation initiale, en encourageant le permis Internet pour les enfants au niveau du CM2, le bon déploiement de la stratégie du numérique 2023-2026 qui vise à enseigner la citoyenneté numérique en développant l'esprit critique et en renforçant l'éducation aux médias et à l'information, transmettre un socle de compétences numériques renforcées, promouvoir l'attractivité des spécialités et baccalauréat menant au métier du numérique. Moi, je suis extrêmement frappé de voir que dans nos métiers, dans mon entreprise, il se trouve que je m'occupe aussi d'une école dont je préside le conseil d'administration, qui est l'ENSTA, qui est dans l'Institut Polytechnique de Paris, à Palaiseau. On a de moins en moins de filles. On a de moins en moins de filles, de jeunes filles, parce que la réforme du baccalauréat, la suppression des filières scientifiques, première S, terminale S, etc., a détourné les jeunes filles de ces filières. Elles étaient nombreuses, pas parce qu'elles aimaient ou qu'elles n'aimaient pas les mathématiques, mais elles étaient là parce qu'elles étaient compétentes, fortes, et que c'était la filière d'excellence. Il fallait être en première S, en terminale S, quand on voulait réussir ensuite. Et ça nous donnait un vivier de jeunes garçons et de jeunes femmes qui pouvaient ensuite venir dans nos métiers du numérique, dans nos métiers industriels, dans la tech, etc. Aujourd'hui, on a globalement beaucoup moins de jeunes gens, garçons et filles, en première, en terminale, à prendre des spécialités, des options maths, des options numériques, etc. Et parmi ceux qui le prennent, 20% de jeunes femmes. Donc, on a, pour nos métiers du numérique, pour nos métiers de l'industrie, pour la réindustrialisation, comme je le dis souvent, devra être verte et compétitive, c'est-à-dire qu'il faudra de l'ingénierie environnementale, il faudra des ingénieurs, il faudra, pour qu'elle soit compétitive et gommer le différentiel salarial, il faudra automatiser nos usines, et ça demande beaucoup de numérique. On n'a pas les compétences, on n'a pas les femmes, et on n'a pas assez de compétences en général. Donc, c'est une urgence nationale pour nous. Ça dépasse le sujet de la lutte informationnelle, mais dans les états généraux de l'information, au sens large, ce sujet des compétences, ce sujet de la réconciliation des jeunes générations avec le progrès scientifique et technique, cette nécessité de faire en sorte que, on parlait d'IA générative tout à l'heure, si les algorithmes d'IA générative sont à 98% générés par des hommes, ça pose évidemment un problème. Voilà, il faut qu'on poursuive la coopération publique-privée dans ce domaine, par exemple en matière de cybersécurité. On a par exemple créé un groupement d'intérêt public-privé qui s'appelle ACIMA, cybermalveillance.gouv.fr, qui fonctionne très bien. Il faut qu'on encourage la mobilité, les échanges, chercheurs, entrepreneurs, salariés du privé, réserve cyber. Dans le domaine de la défense, c'est en train de s'organiser un peu comme ça. Il faut que ça dépasse le champ proprement dit du militaire. Et ça doit être encore facilité. On a quand même encore beaucoup de progrès à faire dans la coopération entre les milieux académiques et les entreprises. L'apprentissage nous y aide, paradoxalement. On voit qu'on se parle davantage, y compris dans le supérieur, non seulement avec les grandes écoles, mais aussi avec les universités qui forment des masters d'informatique, de numérique, etc. Mais il y a énormément de progrès à faire pour réconcilier
les adéquationnistes et les non-adéquationnistes. Vous connaissez cette terminologie qui oppose, dit-on, ceux qui considèrent au sein de l'éducation nationale que les métiers changeant tous les 5 ans, ce n'est pas la peine de préparer les jeunes à des métiers, qu'il faut simplement former des citoyens éclairés. Et puis les adéquationnistes, dont je fais partie, je l'avoue, hein, qui considèrent qu'on peut à la fois former des citoyens éclairés et des citoyens qui seront insérés professionnellement le mieux possible. Voilà, donc cette troisième préoccupation est l'attrait à la coopération publique-privée et à la guerre des compétences. Ça dépasse le champ des ingérences étrangères en matière informationnelle, mais pour être conscient de ces risques, encore faut-il avoir un minimum de compréhension de ce qu'est le numérique, de ce qu'est Internet, et avoir un minimum de culture scientifique, mathématique. Et on n'en a pas pris complètement le chemin, notamment pour les jeunes femmes au cours des dernières années. Voilà, donc sensibilisation et accompagnement de la montée en compétences des entreprises, réflexion stratégique sur le numérique, développement des compétences initiales tout au long des cursus. Moi, je ne peux que, évidemment, vous encourager à émettre des recommandations aussi opérationnelles que possible pour permettre de renforcer les capacités de la France, de ces entreprises, de toutes ces parties prenantes au sein de la société civile pour mieux identifier et réagir aux initiatives de déstabilisation par les manipulations de l'information. Je n'évoquerai pas ici, mais on peut imaginer que ça puisse faire partie de vos travaux. Le fait que la manipulation de l'information, on peut en être victime, mais on peut aussi la considérer comme quelque chose de plus offensif. Je parlais d'intelligence économique tout à l'heure. Il faut sans doute, en se départissant de toute forme de naïveté, ne pas s'interdire, lorsque l'on est un État ou une entreprise, de ne pas être uniquement une victime potentielle. Je n'en dirai pas plus sur le sujet et je vous remercie pour votre attention. Merci à vous pour ce propos introductif. On va vous poser des questions. Alors évidemment, celles qui sont à distance, notamment Laurence, Leïla sont invitées à le faire aussi. Anne, je propose qu'on découpe peut-être les questions en 2 parties. Une première qui est vraiment sur les questions, enfin, comme on l'avait évoqué au début, c'est-à-dire peut-être une première partie sur les questions de souveraineté et une seconde plus large sur le rapport entre les entreprises, le monde de l'information en général, les plateformes, les médias, etc. Oui, je ne sais pas, Anne, si tu veux commencer. Oui, alors moi j'ai une question qui porte sur votre deuxième point. Vous déplorez l'existence de politiques en matière de souveraineté numérique menées en silo, les unes touchant un domaine, les autres un autre, et vous déplorez donc l'absence de vision stratégique de la part de l'État principalement. Comment est-ce que, d'après vous, il faudrait constituer cette vision stratégique? Quelle devrait-elle être? Quels devraient être ses principes directeurs? Quels moyens d'action? Voilà. C'est un sujet que nous abordons souvent avec l'État sur les sujets de souveraineté économique au sens large. Moi, de par mon expérience passée au sein du monde de la défense, j'ai l'expérience de ce que l'on fait dans le secteur de la défense et où, à intervalles réguliers, on se réinterroge sur notre doctrine au travers d'exercices qui préludent en général au vote de loi de programmation militaire, qui s'appellent des livres blancs sur la sécurité et la défense, où on a l'occasion de réaffirmer une doctrine, une vision au niveau le plus élevé de l'État. Je pense que nous gagnerions en matière de souveraineté économique, dont les sujets de lutte contre les ingérences étrangères, à procéder de la même manière, c'est-à-dire à réunir non seulement les services de l'État concernés, Bercy, le GDSN, l'ANSSI, etc., mais aussi un certain nombre de parties prenantes issues de la société civile, de chercheurs, d'instituts, etc., et de bâtir ce livre blanc de la souveraineté économique en essayant de regarder les choses par le haut. Vous disiez quelle modalité, par exemple. Je vous disais que nous marchions sur une ligne de crête entre attractivité et souveraineté, MEDEF, puisqu'il ne s'agit pas évidemment de se couper des innovations venues du reste du monde ou de se couper des investissements étrangers en France, mais au contraire, nous sommes heureux d'être une terre accueillante pour ces investissements. Il s'agit de maîtriser nos dépendances. Et maîtriser nos dépendances, ça veut dire, par exemple, qu'un schéma qui fonctionne assez bien dans
dans le monde de la défense que j'ai bien connu, qui consiste à dire, eh bien, raisonnons par cercle concentrique, qu'est-ce qu'on doit absolument maîtriser sur notre territoire. Alors, par exemple, la dissuasion nucléaire, il vaut mieux la faire capable de la faire. Qu'est-ce qu'on peut partager au niveau de l'Europe, de nos alliés, ou de l'OTAN, dans le monde de la défense, etc. Et qu'est-ce qu'on doit continuer à acquérir de par le vaste monde, parce que les sources sont multiples, les matières premières ne sont pas en Europe. Cette approche par cercle concentrique, nous essayons de la faire partager au service de l'État en dehors de ce monde de la défense. Je ne sais pas si ça s'applique à cette lutte contre les ingérences étrangères, mais un petit peu quand même. C'est-à-dire que le risque de prédation, par exemple, d'une entreprise française par une entreprise européenne peut être analysé un peu différemment du risque de prédation d'une entreprise française par une entreprise non européenne. Compte tenu de cette démondialisation que j'évoquais tout à l'heure, ce découplage entre les grandes économies et du sous-jacent géopolitique derrière ce découplage, on doit certainement ne pas s'interdire de penser bien sûr à l'échelon français, mais aussi d'admettre un certain nombre de dépendances ou de coopération européenne. Donc cette approche par cercle concentrique peut avoir, en matière de souveraineté numérique, c'est sûrement le cas, en matière de lutte contre les ingérences étrangères, c'est aussi le cas. Voilà. C'est ce genre de doctrine, pardon, c'est un peu simpliste ce que je dis, mais qui me semblerait utile d'inscrire dans ce livre blanc de la souveraineté économique et qui permettrait de rassembler tous les silos, au moins l'espace d'un temps de réflexion, avec des acteurs venant du monde des entreprises, des acteurs issus de l'État, des instituts de recherche, etc. Voilà, pardon, j'étais un peu long. Oui, non, pas du tout, mais il me semble que cet exercice a été mené malgré tout dans les secteurs industriels, d'identifier quels étaient vraiment les points sur lesquels... Par morceaux. On a eu une mission sur les métaux précieux, par exemple, sur les métaux précieux, sur les terres rares. Voilà. On a eu une approche dans la pharmacie. Dans la pharmacie. Et ce que j'appelle de mes voeux, parce que je pense que justement, il y a eu beaucoup de travail de fait par domaine, c'est peut-être une mise en perspective de tout ça dans une doctrine qui d'ailleurs est peut-être paradoxalement plus avancée en Allemagne ou en Grande-Bretagne, où ils ont fait cet effort. Alors, j'ai plus en tête la terminologie qui est utilisée en Allemagne et en Grande-Bretagne. Je crois qu'il y a eu cette mise en cohérence, y compris au travers d'un document dont une grande partie pourrait être publique, de cette doctrine de souveraineté économique. L'un des effets de la mondialisation de l'espace informationnel, c'est évidemment qu'il y a des acteurs informationnels, médias, quelle qu'en soit la nature, journalistique ou pas, qui sont confrontés à leurs responsabilités, puisqu'il y a un cadre juridique qui fonctionne sur le plan national, mais qui sont en concurrence directe ou avec des acteurs qui, eux, ne répondent à aucune responsabilité. Ça, du point de vue des entreprises, quelle question ça pose? Et surtout, est-ce que le MEDEF a réfléchi à des solutions et à des préconisations en la matière? Alors, bon, à la fin, ce qu'il faudra faire, c'est formuler des préconisations, quelle qu'en soit la nature. Ça peut être des politiques publiques, ça peut être de nature législative ou pas. Sous ton contrôle, Maxence, législation DSA, etc. Enfin, on y a été associé, on y est favorable. C'est un début de réponse à ce que vous dites. Moi, ce qui me perturbe beaucoup, au-delà du DSA, DMA et des plateformes, c'est la nature des échanges qui ont lieu sur les réseaux sociaux au sens large. Si on caricature, on pouvait dire il y a 10, 20, 30 ans, les médias utilisés par nos concitoyens étaient plutôt le lieu d'échange entre experts, autres qui appartenaient entre vrais experts, qui appartenaient ou pas au cercle de la raison, si ça veut dire quelque chose. Mais enfin, il y avait cette... les médias étaient... oui, plutôt le lieu d'échange entre gens. Aujourd'hui, les réseaux sociaux sont désertés par les vrais sachants,
qui ne supportent plus la violence avec laquelle on peut être traité sur ces réseaux. Et donc, ces réseaux sociaux sont le lieu quasi exclusif d'expression des gens qui ne sont pas mainstream, pour le dire poliment et en mauvais français. Moi, c'est quelque chose qui me préoccupe en tant que citoyen, en tant que chef d'entreprise, de voir cette... parce que mes jeunes collaborateurs sont abreuvés à cette information, entre guillemets, qui se déverse de manière non contrôlée sur ces réseaux sociaux. Les vrais experts, les personnes qui savent de quoi ils parlent, désertent ces lieux et qui sont pourtant les seuls outils utilisés par un certain nombre de nos concitoyens, parmi les plus jeunes. Je ne peux pas dire que le MEDEF a une solution face à ça, mais c'est pour moi, au-delà des plateformes, des DMA, DSA, etc., c'est pour moi la principale crainte. Il y a arrêt de la diffusion. Ah non, pardon, mais je vois plus le flux de. Avant, ça captait les paroles. Pardon, d'accord. Excusez-moi, je vous ai. Non, pardon, voilà. Je peux compléter peut-être. Peut-être pour compléter, c'est une préoccupation, en fait, une prise de conscience qui se fait progressivement. Oui. Et il y a des sujets sur lesquels, effectivement, l'influence des réseaux sociaux ou la désinformation nous a plus particulièrement préoccupés. C'est notamment le cas sur la notion de progrès. On a, avec Odoxa, mené maintenant un baromètre régulier tous les ans sur en fait, la compréhension du progrès par nos concitoyens. On interroge avec un institut de sondage, allez dire, l'ensemble de la population française, pas seulement les chefs d'entreprise, pour savoir quelle est leur vision du progrès, comment est-ce qu'ils appréhendent les nouvelles technologies. On les interroge un peu technologie par technologie, c'est renouvelé. Et ça nous permet de comprendre, et c'est un baromètre qui a notamment été particulièrement précieux pour nous au moment du Covid, parce que effectivement, la problématique du manque de compétences, de compréhension de la méthode scientifique, du débat d'idées, de la problématique de la contradiction entre experts, était quelquefois mal appréhendée par nos concitoyens, parce que peut-être qu'ils ne l'avaient pas apprise, qu'ils avaient du mal à l'analyser ou prendre du recul. Et ça nous a aidé à mieux comprendre effectivement d'où les citoyens, comment ils s'informaient et où est-ce qu'ils étaient, et ce que nous pouvions apporter au débat public justement sur la compréhension de ces mouvements et de l'acceptation aussi des nouvelles technologies, parce que l'arrivée massive des IA en ce moment, c'est vraiment une lame de fond qui change énormément de choses, et c'est très important pour nous de comprendre la manière dont c'est entendu et compris, et la façon de réagir au sens large. Donc ça, c'est plutôt dans les effets de la désinformation que pour l'instant nos efforts se sont portés. C'est pas dans le fait de le contrecarrer ou d'apporter des solutions au fait qu'elle ne se déverse plus ou qu'elle soit maîtrisée. Ça, j'avoue, sur cette partie-là, on a moins eu de propositions. Je pense qu'on a ce problème de réconcilier nos concitoyens avec le progrès scientifique et technique, mais en général, dans ma jeunesse, c'était une donnée acquise. Grâce au progrès scientifique et technique, on allait forcément vers plus de prospérité, de démocratie, de bien-être, on allait vivre vieux, etc. Et puis, ce fil s'est peu à peu perdu. Il y a eu voilà. Et aujourd'hui, vous dites à quelqu'un sur un réseau social, 2 plus 2 égale 4. Je réponds, c'est votre opinion, je la respecte, mais je peux penser autre chose. Donc c'est cette inquiétude-là que nous avons, qui peut laisser la porte ouverte à tout un tas de manipulations sur un terreau fertile d'absence de culture scientifique et technique, d'absence de capacité à réfuter, et tout en ne tombant pas non plus à l'inverse dans la théorie du complot. Donc c'est une crête assez compliquée. Voilà, mais pardon, c'est pas spécialement MEDEF ce que je vous dis là. Je ne sais pas si Laurence, Leïla, vous avez des questions. N'hésitez pas à... Moi, j'aurais des questions. Bonjour et pardon pour l'incursion de tout à l'heure. Non, c'était sympa. C'était non maîtrisé. J'aurais des questions sur les enjeux de modèle économique de l'information de qualité, sur l'enjeu de son financement, avec à la fois d'abord une analyse de votre part de l'intérêt, parce qu'on voit bien, vous nous avez exprimé les dangers de ces débats sur les réseaux sociaux,
mais qu'est-ce que peut avoir à gagner qu'est-ce que peuvent avoir à gagner les entreprises? Et puis, évidemment, du coup, vous voyez où je veux en venir, une sous-question sur le financement par la publicité. Et aujourd'hui, l'évolution du modèle avec une captation de ressources par les GAFAM notamment, qui fragilise le modèle de financement de l'information de qualité. Est-ce que vous avez réfléchi, vous, à des possibilités sur ce sujet-là? Et puis, petite question subsidiaire sur les enjeux de concentration dans les médias. Est-ce que vous pensez qu'il faut réglementer cette concentration? Et évidemment, je viens des Échos, donc j'ai une petite interrogation sur la presse économique, la tendance à la concentration actuelle et qu'est-ce que vous pensez de ce phénomène? Merci beaucoup. Oui, alors je ne suis pas sûr d'avoir envie de répondre à la toute dernière question, mais en revanche, sur les autres, la formation, comment avoir une formation de qualité, je pense que on doit à la fois continuer à rapprocher l'enseignement public du monde des entreprises. C'est un travail. Nous avons été très sensibles au fait que Gabriel Attal, quand il était ministre de l'Éducation, est venu parmi ses premières visites au MEDEF pour témoigner de l'importance qu'il accordait, il n'était pas encore Premier ministre, hein, à cette coopération éducation nationale entreprise. Je crois que c'est un enjeu très important. Je crois qu'on ne fera pas non plus l'économie de formations privées hein, qui viendront compléter ce... Pardon de vous interrompre. Je pense que la question de Leïla était plutôt sur l'information, non? Ou la formation? Oui, sur l'information. Sur l'information, pardon. Le micro est défaillant. C'est l'enjeu d'une information de qualité. L'enjeu d'une information de qualité, c'est vous qui l'incarnez dans les médias sérieux, dans les médias. Mais comment faire en sorte que ces médias sérieux ne soient pas lus uniquement par les gens de plus de 50 ans et par ceux qui y ont accès. Honnêtement, je ne crois pas que nous ayons une réflexion construite au MEDEF sur ce sujet-là. La captation de ressources par les GAFAM, on le voit et on y est. On est associé aux actions menées, par exemple, par la Fédération française des télécoms, les opérateurs télécoms qui se sentent, en tant que tuyaux, complètement dépossédés d'une grande partie de la valeur captée par les GAFA. Mais honnêtement, on n'a pas eu de réflexion au MEDEF sur le financement par la publicité ou ce genre de choses. Je m'en excuse, je préfère ne pas m'aventurer là. On peut juste dire qu'on est attentif à la problématique de l'économie de l'attention, effectivement, et que plutôt lors d'événements, j'allais dire, c'est un sujet qu'on a soulevé lors des REF, qui sont nos rencontres des entrepreneurs de France. On a notamment une REF numérique, je fais une petite publicité, puisque la prochaine arrive fin mars, le 26 mars, et on aura comme sujet l'intelligence artificielle. Mais on a eu plusieurs sujets, dont un numéro qui a été consacré aux vies algorithmées. Et sur les vies algorithmées, effectivement, on a interrogé des experts sur la problématique de cette économie de l'attention qui fait que c'est beaucoup plus difficile de faire lire un article on voit même les temps de lecture maintenant qui sont indiqués sur les médias. Hein, cet article, 1 minute. Donc, on voit que c'est beaucoup plus difficile de capter l'attention. On voit que les formats changent et nous-mêmes, en tant que, j'allais dire, nous ne sommes pas un média au MEDEF, mais nous émettons beaucoup d'événements, de documents et de supports d'information. Et nous essayons de suivre cette tendance de l'économie de l'attention en fournissant des podcasts, des formats courts, des petites vidéos, des capsules. Parce que c'est ça qui finit par marcher. Donc, je pense que moi, j'ai aucune réponse. Effectivement, je confirme, ce n'est pas un sujet qu'on a travaillé au MEDEF. Et d'ailleurs, on manque, je pense, d'adhérents côté, j'allais dire, médias, peut-être pour nous alimenter sur ces sujets. Et pourquoi pas. Mais c'est vrai que sur le modèle économique, cette économie de l'attention nous préoccupe de nouveau par ses effets et moins par ses causes.
Et il y a un point, en revanche, sur lequel on a beaucoup travaillé, c'est cette problématique justement des captations des données. Parce que pourquoi, en fait, ces grandes plateformes ont une capacité à avoir une publicité qui est particulièrement efficace? C'est parce qu'elles savent tout de nous, et elles savent tout de nous et parce que nous avons une tendance peut-être à partager trop facilement nos données, ou pour avoir accès, nous sommes obligés de les partager. Donc il y a toute une problématique sur la réalité de l'application du RGPD face au cookie wall. Et comment est-ce qu'on fait effectivement pour à la fois protéger de données mais avoir accès à des services en ligne? C'est un vrai sujet. Et on a cette problématique aussi de faire prendre conscience aux entreprises en France que les données ont de la valeur. Certains l'ont compris avant nous, mais à nous de le faire comprendre pour la suite. Je reviens à la question de Leïla Comarmon, qui n'avait pas prononcé le mot publicité, même s'il était en sous-texte, et vous l'avez prononcé après. C'est-à-dire, évidemment, les entreprises ont un impact à travers le choix d'affectation publicitaire, un impact sur le champ informationnel, en fonction de ce qui touche la publicité, qui est financé pour produire des contenus, et est-ce qu'il est tenu compte de critères relatifs à l'indépendance de l'information, la méthodologie, l'éthique, le respect de l'éthique par les médias, bref, qui touche une partie de cette manne, même si le mot manne est peut-être un peu exagéré. Est-ce que là-dessus, vous pensez que c'est un sujet sur lequel les entreprises peuvent se mobiliser? Si oui, comment? Sur un financement éthique. Est-ce que c'est dans une... Alors, pas éthique au sens... là, je parlais d'éthique de l'information. Je ne parlais pas d'éthique plus large. Oui, donc notamment d'éthique journalistique. C'est-à-dire, comment faire en sorte que les entreprises, dans leurs décisions, contribuent au financement d'une information fiable. Et alors, est-ce que c'est d'ailleurs à travers la RSE, à travers d'autres biais, mais est-ce que là, c'est un des chemins sur lesquels il vous semble possible d'avancer? Et si oui, comment? Je pense que c'est un sujet qu'on peut étudier. Je ne crois pas qu'il ait été étudié sous cette forme-là, mais je comprends que la question puisse se poser, effectivement, de ne pas déverser indifféremment la manne publicitaire sur des supports qui n'auraient pas les mêmes critères d'éthique journalistique les uns et les autres, et le côté responsable, la responsabilité, d'avoir une attitude responsable par rapport à ce financement par rapport à ces choix de support de publicité par nos entreprises. Je pense qu'on on va remporter la question chez nous et en parler en interne, parce que ça peut donner l'impression de vouloir restreindre la liberté d'action des entreprises, évidemment. Mais à l'inverse, notre slogan au MEDEF, agir ensemble pour une croissance responsable, il y a un aspect de responsabilité. J'imagine que lorsque l'on finance des supports dont on saurait pertinemment qu'ils relaient des informations non vérifiées et non fiables. Oui, à vrai dire, pour avoir un peu étudié ces problèmes de publicité, souvent les annonceurs eux-mêmes sont inquiets de voir atterrir leurs messages publicitaires sur des sites qui font voisiner leurs annonces publicitaires avec des contenus dont ils ne veulent pas. Et avec des contenus sur lesquels ils n'aiment pas être appariés, par exemple des contenus haineux, racistes, complotistes, etc. Oui. Et donc, il y a un enjeu, en fait, pour ces annonceurs de maîtrise et de très grande opacité qui leur est opposée par les adtech, lesquels sont quand même majoritairement entre les mains de Google pour ce qui est de la diffusion des messages publicitaires. Et en fait, les entreprises sont plutôt demandeuses, alors non pas d'une restriction de leur capacité à faire passer mais de données plus transparentes sur dans quel contexte leurs annonces apparaissent. Et ça a même poussé certaines entreprises pour participer à des enchères à l'issue desquelles leur message publicitaire va être sélectionné pour apparaître dans un certain contexte, à vouloir bannir des mots-clés
avec lesquels elles ne veulent pas être appariées d'une certaine manière. Donc, au contraire, j'ai l'impression que les entreprises et les annonceurs sont tout à fait pour une demande de plus de, Vous avez transparence. positionné le syndicat des annonceurs, enfin vous avez prévu dans une vie un tout petit peu antérieure, oui, beaucoup. Je pense qu'ils seront sûrement plus pointus. Oui, bien sûr, ils ont des tas d'idées sur la question. Oui, tout à fait. Je les connais un petit peu, parce que en voisin de Syntec, via l'événementiel, via tout ça, je pense qu'ils auront des réponses plus précises que celles qu'on peut vous apporter là-dessus. Moi, j'avais une autre question, pour rebondir un petit peu sur ce que Léla de Comarmont disait tout à l'heure. Dans le domaine des médias, il y a un double contrôle des concentrations, l'un mis en œuvre par l'ARCOM dans un objectif de défense du pluralisme et qui vise à empêcher que plusieurs médias, un nombre excessif de médias, soient détenus par un même actionnaire. Et puis, il y a le contrôle commun des concentrations qui est opéré par l'autorité de la concurrence, qui poursuit des objectifs comme dans tous les autres secteurs, d'absence de restriction de l'offre, de danger d'élévation des prix, etc. Ce double contrôle a été instauré à une époque où, évidemment, les gens s'informaient par des médias traditionnels et pas par les réseaux sociaux. Donc, il ne tient pas compte du fait qu'une source importante, comme on l'a dit depuis le début de cette émission, d'information des gens passe par les réseaux sociaux qui ne sont pas comptabilisés dans le champ de ces concentrations. Donc évidemment, nous, ici, on s'interroge sur est-ce qu'il faudrait procéder à une révision du contrôle des concentrations dans le secteur des médias? Si oui, dans quelle direction? Est-ce que vous-même, parce que là, c'est vraiment un sujet entreprise, est-ce que vous avez réfléchi à cette question du point de vue des entreprises de médias? Je pense qu'on pourra vous apporter une réponse en temps différé, parce que je n'ai pas la réponse aujourd'hui, mais on va regarder si on a des choses là-dessus. On a travaillé sur le DMA, alors ce n'est pas ma spécialité, mais c'est vrai que sur le Digital Market Act, notre département juridique a contribué en fait à l'analyse du texte et aux problématiques de rapprochement et de concentration qui, dans le monde numérique, en fait, n'entourent pas les mêmes enjeux, comme vous le soulignez, et de savoir si effectivement les critères du droit de la concurrence tels qu'ils existaient finalement avaient toujours leur pertinence dans un environnement numérique où effectivement les marchés de référence sont plus les mêmes en réalité, puisque comme la question le sous-entendait, en fait c'est un marché double face. Finalement, le prix à payer n'est pas celui du produit que vous achetez, mais celui finalement de la valeur qu'a le temps que vous consacrez à finalement la plateforme. Et donc, dans le DMA, effectivement, sur lequel aussi on a beaucoup contribué, ce démarrage de réflexion est fait d'une certaine manière, cette transformation du marché par le numérique. Est-ce que ça va assez loin? Est-ce que dans le domaine des médias, c'est suffisamment pertinent? Oui, ça vise vraiment le droit de la concurrence, le DMA. Le contrôle sectoriel des concentrations, c'est encore autre chose, qui se superpose en France et dans de nombreux autres pays d'ailleurs, au contrôle, je dirais, transversal par les autorités de concurrence, et donc c'est pas directement affecté par le DMA, le contrôle des concentrations dans le secteur des médias. Donc, le président de votre comité de pilotage a sûrement un avis sur la question. Alors, Bruno Patino était nommé président du comité de pilotage en remplacement de Bruno Lasserre il y a quelques jours. Excusez-moi, je ne savais pas. Je faisais plutôt référence à Bruno Lasserre. Oui, j'imagine bien. Oui, excusez-moi, j'avais pas suivi cette évolution. C'était la semaine dernière, en fin de semaine dernière. Pardon, l'ex-président. On pourra peut-être revenir avec quelques éléments là-dessus. Mais... Laurence, Leïla, vous avez d'autres questions? Non, moi j'avais la même question que celle qu'a posée Anne Perret, donc voilà, je serais très désolé de la réponse différée. Oui, on va. Je suis d'autant plus embêté de ne pas répondre à une compatriote corse, mais j'imagine corse au moins par alliance. Mais voilà, je suis désolé de ne pas. On va essayer de voir si on a des pistes avec notre commission. Notre objet, nous, c'est de protéger le droit à l'information, qui est un droit des citoyens. Mais évidemment, les citoyens sont aussi des acteurs économiques, sociaux, politiques, etc. S'agissant de l'information économique, et s'agissant surtout du rapport entre, évidemment, je généralise, entre les entreprises et les médias économiques faisant exception, et donc que Leïla ne sursaute pas,
Mais souvent, ce qu'on entend quand on parle d'un côté à des dirigeants d'entreprise, Oui. de l'autre à des journalistes, d'un côté, c'est il n'y a pas de culture économique dans la presse, il y a des formes d'idéologie hostile à l'entreprise, c'est comme un discours qu'on entend beaucoup. Ça peut arriver. Moi, j'ai entendu Oui, oui. dans peu de fonctions. Et de l'autre côté, là, je parle des journalistes, je ne parle pas de l'ensemble des réseaux sociaux, les entreprises sont totalement fermées, on nous renvoie simplement au service communication, et donc, on ne peut pas du tout s'approprier ce sujet. Les questions économiques étant des questions extrêmement importantes dans les sociétés, et dans une société comme évidemment en France, est-ce que cette espèce de blocage peut être dépassé d'une manière ou d'une autre au bénéfice d'une possibilité de traiter l'information économique de manière indépendante, pluraliste, etc. Sans rester dans... Non, moi, je serais moins sévère que vous. Je pense que... Je ne rapporte que ce que j'entends, hein, c'est ma vérité personnelle. Je trouve que les relations entre le monde des entreprises et les médias sont plus avancées qu'entre le monde des entreprises et l'école, par exemple, où on défriche. Là, on a quand même une presse économique de qualité. On a des départements économiques de qualité dans les grands médias généralistes. On a des radios, des télévisions, des chaînes continues, etc. Mais je pense en particulier à certaines matinales qui sont très ouvertes aux chefs d'entreprise. Et j'ai eu l'occasion de me lever plusieurs fois très tôt pour aller sur Radio Classique ou autre. Ça peut dépendre aussi d'un peu de l'angle du média. Et c'est leur liberté éditoriale de s'intéresser un peu, beaucoup, et avec tel ou tel a priori ou idéologique ou pas au monde de l'entreprise. Mais moi, j'ai l'impression que c'est vrai qu'il peut y avoir le sentiment chez certains médias qu'on se protège, nous les entreprises, en renvoyant vers notre service de communication qui agit un peu comme un filtre, hein, et comme un fil protecteur du dirigeant qui en général n'aime pas être surpris par une interrogation venant d'un média qui ne rentre pas dans son propre plan de communication et qui se dit « Oulala, qu'est-ce qui se passe est-ce que le Canard enchaîné va ou pas sortir un article mercredi que je n'aurais pas bien anticipé ?» Bon, effectivement, on peut comprendre que dans ces cas-là, il y a un réflexe de protection par un service de com, etc. Mais sinon, je pense que pour la compréhension en profondeur des enjeux, il y a quand même énormément de très bons journalistes économiques ou économistes devenus chroniqueurs ou qui écrivent, alors c'est vrai, c'est dans les journaux qu'on lit nous, hein, ou auxquels on contribue quelque part, dans celui de Leïla, dans celui, mais je ne sais pas si c'est en améliorant ça qu'on va améliorer la culture économique moyenne de nos concitoyens, parce que ces médias-là, ils sont déjà consommés par des gens qui ont une certaine culture scientifique, économique, technique. En tout cas, nous on s'attache au MEDEF à entretenir un dialogue aussi étroit que possible avec les médias. On l'a fait avec notre commission souveraineté, des petits déjeuners, etc. On le fait, évidemment, Patrick Martin le fait en tant que président du MEDEF, et on n'a pas ce même sentiment de... Alors, on peut évidemment être plus ou moins en terrain amical quand on est chef d'entreprise et quand on se rend dans tel ou tel média qu'on peut percevoir comme étant plus ou moins favorable à ce qu'on pourrait appeler la politique de l'offre ou une politique pro-entreprise menée par tel ou tel. Mais ça, c'est bien normal qu'il y ait des points de vue divers. Mais moi, je n'ai pas le sentiment qu'on soit dans deux mondes qui ne se parlent pas. Je trouve qu'on a plutôt progressé là-dessus et on a une bonne, une bonne compréhension mutuelle voilà, parce que c'est vrai, ce qu'on n'aime pas, c'est être pris de court par tel ou tel
enquête, investigation qu'on n'aurait pas. Donc ça, c'est normal. Mais sur la prise en compte des enjeux, je pense qu'on a plutôt la chance d'avoir de très bons journalistes, qui sans relayer nécessairement nos thèses, hein, mais qui au moins les prennent en compte dans leurs analyses. Une question sur les dispositifs en cas d'attaque informationnelle, de tentative de déstabilisation. Je ne parle évidemment pas d'enquête journalistique légitime, alors qui peuvent déplaire à ceux qui en font l'objet, mais d'enquête journalistique animée par une bonne foi et menée avec sérieux et rigueur. Qu'est-ce que vous pensez du dispositif, et notamment du dispositif d'État auquel vous avez fait allusion au début à travers Viginium? Oui. Et puis, qu'est-ce que vous pensez du dispositif? Quelle est votre appréciation sur le dispositif légal? C'est que le secret des affaires a fait l'objet de nombreux débats. Alors, il y a eu d'exceptions dans la directive comme dans la loi de transposition en France, très large sur la liberté d'expression. Et donc, sur le plan, normalement, aucun journaliste ne devrait, quand je dis normalement, c'est sur la base du droit, aucun journaliste ne devrait être condamné pour une enquête journalistique. À ma connaissance, ça n'a pas été le cas en France. Alors, il a apparu dans la mise en œuvre du texte que, comme il n'y a pas d'exception au moment de l'instance, c'est-à-dire pendant la durée de procédure, voilà, il peut être fait usage de cette loi pour empêcher des enquêtes journalistiques normales. Bref, qu'est-ce que vous pensez des deux dispositifs, j'allais dire institutionnel et législatif, et est-ce que voilà ma question, pardon, je ne vais pas la prononcer au-delà de ce que j'ai dit. Tu as un retour d'expérience sur Viginium? Écoutez, sur Viginium, c'est quand même d'abord très récent. On n'a pas reçu, on n'a pas eu d'échange jusqu'à présent, à ma connaissance en tout cas, avec cette nouvelle cette nouvelle organisation dans le SGDSN. Ça nous intéresse et on trouve que c'est très positif parce que ça va prendre en compte effectivement le sujet, j'allais dire, de prendre à bras le corps. Maintenant, à ce stade, nous, on a surtout dialogué avec on a comme membre partenaire le club des dirigeants de la sécurité et de la sûreté. Et moi, ce que je comprends de leurs différents colloques, c'est qu'eux-mêmes, dans leur propre fonction, prennent en considération effectivement l'arsenal, je vais dire, à la fois législatif et puis organisationnel de l'État, et que ça les aide en fait globalement. Hein. Je connais des dirigeants de sûreté sécurité de grandes entreprises qui ont effectivement été interrogés par exemple par leur COMEX au moment de l'invasion de l'Ukraine pour dire vu notre business, vu nos implantations, vu ce qu'on fait comme activité, pensez-vous qu'il y a un problème pour nous potentiellement, à la fois économique, mais aussi de réputation, mais aussi qu'on soit la cible de cyberattaques, donc pris dans un ensemble à 360. Donc pour Viginium, c'est peut-être un peu frais pour nous, mais ça nous semble important. Nous avons reçu les services en fait du Quai d'Orsay, en revanche, qui sont venus nous présenter leur organisation. Je dois assez humblement dire que si c'était très utile de le faire, je ne suis pas certaine que beaucoup d'entreprises en aient compris l'importance et l'envergure. Donc ça fait partie de notre job, hein, bien sûr, mais quand même globalement, on sent une certaine forme d'étonnement peut-être quelquefois de la part de nos membres qu'on leur propose ce type de rencontre. On ne voit pas encore toujours très bien en quoi ils sont concernés. Hein. Ce qui marche bien, en revanche, mais ce n'est pas exactement votre sujet, c'est nos échanges avec les services des GSI, etc., sur des risques ponctuels, telle entreprise qui est confrontée au recrutement d'un profil particulier et qui peut être expertisé par les services compétents. Mais ça, c'est pas sur les questions informationnelles. C'est pas sur l'informationnel. Mais là, sur ces questions, je dirais, traditionnelles, ça fonctionne bien. Il n'y a pas de raison qu'on n'arrive pas aussi à le faire. Après, sur le sujet plus délicat de la secret des affaires versus protection des sources, je pense qu'il y a un équilibre dans le système législatif et qu'il ne faut y toucher que d'une main tremblante, très probablement. C'est plus une opinion personnelle que celle du
du président du MEDEF. Je ne connais pas l'opinion de Patrick Martin sur le sujet, mais je pense que cet équilibre est quelque part un gage de protection de part et d'autre. Je reviens quand même sur la première partie de votre question. Peut-être qu'on peut faire un parallélisme sur les travaux qu'on a fait sur la cybersécurité. Quand on a commencé les travaux sur la cybersécurité au MEDEF, on était peu après 2017 où on a eu deux grandes cyberattaques très connues, WannaCry et NotPetya. Quand on a commencé à parler aux entreprises de la cybersécurité, beaucoup nous ont répondu à l'époque: nous ne sommes pas concernés parce que nous ne sommes pas assez grands, assez gros ou assez structurants pour être des cibles potentielles. Et c'est au fur et à mesure du temps, parce que, hélas, ces cyberattaques se sont répandues et qu'à côté de grosses cyberattaques ciblées, il y a eu aussi le phénomène de la pêche au chalut, d'une certaine manière, où finalement les opérations de phishing et les opérations de plus ou moins ciblage ont fini par, j'allais dire, malheureusement déstabiliser et faire vaciller quelquefois économiquement les entreprises de plus en plus petites. Et malheureusement, cette vertu d'exemple a sensibilisé un nombre d'entreprises beaucoup plus important et qui a répondu beaucoup plus favorablement à tout ce que le MEDEF a proposé dans ce sens-là. Et d'où la coopération effectivement publique-privée qu'on a menée notamment au travers du GIP ACIMA, cybermalveillance.gouv.fr, qui est une aide à toutes les victimes, économiques comme citoyennes. Donc on a fait beaucoup de choses avec eux. Et j'aurais tendance à penser que ce qui se passe sur la désinformation, c'est un peu le même schéma. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a une désinformation de masse qui n'a pas encore peut-être impacté suffisamment, hélas, l'entreprise pour qu'elle s'en saisisse réellement. Hélas, tant mieux, mais... oui, enfin, voilà, pardon, ça peut être mal compris ce que je veux dire. On préfère dans ce sens-là, évidemment. Néanmoins, avec les IA et la capacité, effectivement, à se saisir du visage de n'importe quel dirigeant, de copier sa voix, de lui faire dire n'importe quoi, la problématique peut enfler. Et là, pour le coup, vraiment, hélas, les entreprises sont beaucoup plus concernées. Je pense qu'on n'est pas au même degré de prise de conscience que pour la cybersécurité ou pour les risques de prédation capitalistique, les risques d'espionnage, etc. Je pense qu'effectivement, le déclencheur, ça va être l'IA générative et les risques de Taylor Swift généralisés. Quoi. Je ne sais pas si vous avez une dernière question. J'en ai une toute dernière. Cet après-midi, on va auditionner des syndicats de salariés, enfin, des dirigeants de syndicats de salariés. Est-ce que, et on n'a pas vocation à se substituer, nous, États généraux, nous n'avons pas vocation à nous substituer au paritarisme, pas plus, on l'a dit, qu'au Parlement, évidemment, et on va bien rester à notre place. Mais est-ce que c'est des sujets, ces questions d'information, où il y a matière, à votre sens, à discussion entre syndicats patronaux et de salariés, et juste pour qu'on comprenne bien quels sont les enjeux de votre point de vue? Je n'ai pas connaissance de discussion, sur une négociation en cours sur le sujet entre partenaires sociaux. Est-ce qu'il y aurait matière à négocier quelque chose entre nous sur le sujet? Je n'ai pas, j'avoue n'y avoir pas suffisamment réfléchi pour vous apporter une réponse définitive. Il n'y a pas d'objection de principe à le faire. On souhaite évidemment donner toute sa place au paritarisme et au corps intermédiaire. On voit bien que sur un certain nombre de sujets, on ne peut pas se passer de ces corps intermédiaires, notamment dans les situations, dans les contextes politiques de majorité relative, etc. On est bien content sur un certain nombre de sujets de trouver une voie de passage entre partenaires sociaux qui deviennent les accords qui deviennent la loi ensuite. J'avoue que sur ces sujets, je n'ai pas connaissance d'amorce de négociation interprofessionnelle, ni même au sein de telle ou telle branche, entre les organisations de salariés et les organisations patronales. Est-ce que je peux répondre? Si, là encore, on pourra vérifier et en différer. Il est possible que les organisations de salariés recevraient en expriment le souhait. J'ai du mal à voir l'objet de ce que serait un accord entre nous là-dessus. Et des heures de formation, de sensibilisation au sein des entreprises, ce genre de choses qui pourraient être demandées par les organisations de salariés. Mais
Pas d'autres idées à ce stade. Bon, un grand merci à vous pour Merci votre beaucoup. temps et tous ces éléments. Et on est évidemment preneur. Vous nous avez ouvert quelques horizons hein, voilà, sur des positions écrites, et notamment sur les questions de souveraineté et des solutions que nous pourrions poser. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup.